Sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Congo Hold Up, c'est le nom d'une nouvelle enquête collaborative explosive qui documente d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo de plus de 138 millions de dollars. Parmi les principaux responsables présumés figure l'ancien président Joseph Kabila et son premier cercle. C'est le fruit du travail de 19 médias partenaires associés au consortium européen EIC et de 5 ONG spécialisées. Autres détails dans cet élément. Cette enquête de plusieurs médias associés au consortium européen EIC et de 5 ONG a cherché à démontrer comment, pendant au moins 5 ans, le clan Kabila a dévalisé l'argent des Congolais avec la complicité d'une banque africaine, BGFI. En croire cette enquête intitulée Congo Hold Up, ce soit 3,5 millions de documents internes de cette banque qui ont permis de mettre en lumière les pratiques aux antipodes de l'éthique de Joseph Kabila et de ses proches. En effet, grâce au traitement des relevés bancaires, emails, contrats de factures et autres, il a été établi qu'entre 2013 et 2018, 138 millions de dollars ont été volés de caisses de l'État congolais avec la complicité de la BGFI. Et à la Radio France Internationale, qui fait partie de médias qui ont travaillé sur cette affaire, d'ajouter qu'en outre, 100 millions de dollars ont été crédités sous le compte de membres de la famille et cercle de l'ancien président Joseph Kabila, dont la sœur détenue en 2010 40% des parts de la succursale de la BGFI en RDC avant que son frère n'en prenne le contrôle en 2013. Notez que cette enquête, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, révèle les faiblesses de la Banque centrale congolaise qui n'a pas joué son rôle de régulateur. Sachez en plus bref que l'ancien Premier ministre sous le régime Mobutu et ancien président du Sénat Jean Kengo Wadondo est en procès contre ses propres enfants. L'héritage de Kengo Wadondo est convoité par sa progéniture qui le déclare sénile. Et puis la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a reçu en audience ce vendredi la délégation de Biocrude Technologies venue lui présenter le projet de la construction d'une usine de traitement de déchets à Kinshasa évaluée à 135 millions de dollars. Doudou Montiri signe ce reportage. 135 millions de dollars pour construire une usine de traitement des déchets à Kinshasa, c'est ce qui ressort de l'audience que la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a accordée à une délégation des Biocrude Technologies. Avec ce groupe canadien spécialisé dans l'assainissement et traitement des déchets, il a été question de faire l'étude des faisabilités devant accompagner la ville de Kinshasa en matière de traitement des déchets. Vu l'importance des déchets et l'urgence du travail à faire, Kinshasa peut être le noyau, l'hôtel local, estime le chef de la délégation, le professeur Bertrand Dejemont, directeur Afrique des Biocrude. L'objet de la visite, c'est que je représente un groupe canadien, je suis directeur Afrique de Biocrude, qui est une société de droit canadien et qui est spécialisée dans l'assainissement et dans les solutions pour les traitements de déchets organiques municipaux. Et donc nous sommes entretenus avec Madame la vice-première ministre pour étudier ensemble les possibilités, la faisabilité d'accompagner la ville de Kinshasa en matière de solutions pour les déchets. Alors une représentation en Afrique, oui, mais pas encore à Kinshasa, mais vu l'importance des déchets, vu l'importance et l'urgence du travail à faire, nous pensons que très vite Kinshasa va être peut-être le hub de notre activité et que dans les prochains jours, une antenne locale sera installée. Bien sûr, on ne va pas à la pêche, bien sûr. Bien sûr, on est un groupe sérieux et les financements pour ce type de projet, on les a avant de venir. Donc ça veut dire que quand on arrive et qu'on rentre en discussion, nous les avons. Biocrude a à l'intérieur de son institution, un département qui est un fonds d'investissement et qui a la capacité d'intervenir pour financer ce type de projet. On rappelle quand même que c'est un projet qui s'élève à 135 millions de dollars. Une usine. Alors, on pense, d'après nos études, il y a de fortes chances que nous installions 4
antenne sur Kinshasa. Et puis peut-être, selon le programme que nous allons élaborer avec les autorités locales, envisager d'ouvrir d'autres usines dans d'autres villes. Donc étendre le projet. Il faut noter que ce projet va démarrer avec 4 antennes pour la ville de Kinshasa avant de s'étendre sur d'autres villes. L'exploitation des minéraux à l'est de la RDC reste la préoccupation des élus du peuple. À cet effet, une commission a été mise sur pied pour connaître à fond le mobile de cette exploitation qui sème l'insécurité dans la partie est de la RDC. Autre détail avec Eddie Kabia. Après la recevabilité du projet de loi de finances pour l'exercice 2022, les députés nationaux ont poursuivi la plénière avec l'audition du rapport de la Commission sur l'exploitation des minéraux dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs députés ont déploré l'exploitation illicite des minéraux par les étrangers muets en groupes armés. Jean-Claude Kibala, président de la dite commission, explique. De la province, d'écouter les services déconcentrés. La commission a entendu les autorités civiles et militaires locales. La commission s'est ensuite rendue à Mwenga pour palper du doigt ce que déclare la population depuis plusieurs jours. Nous avons vu les sites miniers qui sont exploités. Nous avons vu les dégâts sur le plan environnemental. Nous avons vu aussi les destructions des champs des populations. Nous avons reçu la société civile qui nous a donné aussi son document, son cahier de charges. Et nous sommes revenus à Kinshasa encore confronter les autorités locales, les services publics par rapport à ce que nous avons vu. Et après cela, nous sommes venus à Kinshasa pour auditionner aussi les services centraux parce que les sociétés, vous savez que le secteur minier, c'est un secteur qui est géré par le gouvernement central. Nous avons auditionné les services au niveau central, nous avons auditionné le ministre de Mines, nous avons auditionné le ministre de l'Emploi, nous avons auditionné plusieurs services, dont la DGM et d'autres services encore. Après ça, nous avons produit ce rapport que vous avez attendu aujourd'hui. Un rapport qui contient les faiblesses au niveau de l'exploitation artisanale, de l'exploitation industrielle de nos ressources. Des éléments paraissent y déterminer nos malheurs. D'une part, l'attrait de nos richesses, du sol et du sous-sol, et d'autre part, la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Ces deux facteurs expliquent de multiples ingérences dans nos affaires depuis 1960 jusqu'à nos jours. Il appartient donc à l'État de prendre ses responsabilités pour endiguer cette réalité. 23 ans du mouvement de libération du Congo MLC, l'apport et l'évaluation des structures spécialisées, tel est le thème de la journée de réflexion organisée par le parti cher à Jean-Pierre Bemba dans l'objectif de former idéologiquement les membres des structures spécialisées du MLC, comme nous dit Georges Libengue dans ce reportage. C'est sous les thèmes 23 ans du mouvement de libération du Congo, l'apport et évaluation des structures spécialisées qu'a été organisée cette journée de réflexion au sein du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. L'objectif étant de former idéologiquement les membres des structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, forger les militantismes des membres des structures spécialisées sur l'historique du MLC, harmoniser le vu entre les structures spécialisées et les structures du parti, éclairer les membres des structures spécialisées sur leur rôle et apport au sein du MLC. Parmi les orateurs de la journée, Désiré Mbodiouambo, secrétaire national chargé de la mobilisation, qui a tablé sur la genèse des structures spécialisées, leur prolifération, les atouts et perspectives. Le secrétaire national en charge des associations Dongo Yengo Mobutu s'est attelé sur la réciprocité des apports entre les partis et les structures spécialisées. Pour sa part, le secrétaire général AI du MLC, Fidel Babala, est revenu sur le fonctionnement du parti. Nakosenga que acidité yala. Nombre boali lelo soki bino nyos boali na ba carte ya membre et ko sala malamu. Bon il y a la peine à ba rencontre na bino yala que beaucoup dans la kaka quand événement moko yali mais beaucoup dans la rapidement pour la fortifier conviction na bino engagement na bino vis-à-vis na MLC. Dans quelques
20 mois trop qu'il y a une élection. Ainsi, dans son allocution, la coordonnatrice nationale de la dynamique Fourmi Téléma, Annie Odia, est revenue sur l'ambition de la DFT en organisant cette journée. Nous avons eu cette initiative après tant de réflexions. Nous avons constaté que les structures spécialisées sur le terrain n'est pas vraiment dans son engouillement comme a prévu la vision du président national Jean-Pierre Bemba. C'est pour ça que nous avons initié cette réflexion pour que toutes les structures soient ensemble, pour que nous puissions suivre la vision de Jean-Pierre Bemba de faire adhérer plus le membre pour conquérir le pouvoir en 2023 au cas où il y a élection. Notez que les enjeux de cette journée de réflexion était de susciter et de resserrer les lieux de camaraderie entre les camarades membres des structures spécialisées. Clôture le jeudi 17 novembre de la table ronde sur la vaccination, une activité organisée par le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires, entre autres l'UNICEF. À l'issue de ces assises, des recommandations ont été formulées allant dans le sens d'élaguer ce virus au Congo, lesquelles recommandations que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention rapportera au prochain Conseil des ministres. Reportage. Je voudrais exprimer ma gratitude et mes félicitations à messieurs les chefs. Ouvert le 17 novembre 2021, la table ronde sur la vaccination organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF s'est clôturée le 18 novembre. Ces assises avaient pour but de faire le point sur les efforts consentis par la RDC pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et d'offrir aux spécialistes l'opportunité de répondre aux différentes questions relatives aux vaccins qui restent la seule alternative pour élaguer ces virus. Cette deuxième journée de clôture a été essentiellement consacrée aux échanges entre les experts dans le domaine sanitaire sur la question liée à la communication autour de la maladie et du vaccin. Des échanges qui ont abouti à des recommandations pragmatiques que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention rapportera au prochain Conseil des ministres. Dr Paul Bungiena, directeur de cabinet du ministre de la Santé, qui a prononcé le mot de clôture au nom de sa hiérarchie, empêché à saluer l'implication personnelle du chef de l'État, du chef du gouvernement ainsi que de tous les acteurs et potentiels partenaires du ministère de la Santé dans cette lutte. Il nous a été rapporté que pendant ces 2 jours de réflexion, vous avez fait montre de l'intérêt particulier d'une caisse de l'information sur les vaccins et la vaccination à la bonne source. Et vous avez exprimé une volonté admirable de travailler ensemble contre la COVID-19 à travers des recommandations faites à la clôture de ces assises. Nous pensons que mériter des applaudissements particulièrement nourris à la hauteur de l'espoir que vos différentes recommandations suscitent. Mesdames et Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, il a particulièrement insisté sur le faible taux de vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Au moment où, grâce aux efforts du chef de l'État, notre pays dispose des stocks suffisants et variés des vaccins pour protéger efficacement notre population. Le sit-in des forces politiques et sociales prévu le 22 novembre devant les bureaux de la CENI sur toute l'étendue de la RDC se confirme davantage, à en croire le secrétaire exécutif de l'ECD, Clément Mouza. Il sera question de manifester pour la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie, il a dit au micro de Émile Mouyaya. Je confirme le sit-in de ce lundi 22 novembre 2021 devant la CENI sur le boulevard. Toujours dans la démarche de plaider pour la dépolitisation de la CENI, le secrétaire exécutif de l'ECD, Maître Mouza Kayembe, confirme la tenue le lundi 22 novembre d'un sit-in devant les bureaux de la CENI à travers le pays. Il n'est nullement question pour nous d'aller aux élections avec cette CENI taillée sur mesure, une CENI à la merci de l'Union dite sacrée. Vous avez vu quelle est la procédure qui a été respectée pour que cette CENI soit mise en place? Déjà, elle est incomplète. Et en plus, c'est une CENI qui est mise en place en violation de la Constitution et de toutes les lois de la République. C'est un forcing qui a été fait par nos amis de l'Union sacrée.
C'est comme ça que nous continuons à lancer l'appel pour qu'ils puissent se ressaisir parce que le pays nous appartient tous. En tant que secrétaire exécutif de l'ECID, membre et cadre de la MOUCA, je confirme le sitting de ce lundi 22 novembre 2021 devant la CENI sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Une rumeur a circulé ces derniers jours sur la toile faisant état d'une liberté provisoire de Vital Kamerhe dans les prochains jours. Interrogé à ce sujet, le secrétaire politique du Rassemblement des Alliés de l'UNC, Willy Zembela, d'indiquer que l'UNC et Alliés n'a pas dans sa tête une liberté provisoire, mais plutôt un acquittement pur et simple. Il est au micro de Maxime Macabre. Face à la rumeur qui circule sur la toile faisant état d'une quelconque liberté provisoire qui serait accordée à Vital Kamerhe dans les prochains jours, le secrétaire politique du Rassemblement des Alliés de l'UNC, Willy Zembela, d'indiquer que l'UNC et Alliés n'a pas dans sa tête l'idée d'une liberté provisoire, ils attendent plutôt un acquittement pur et simple. Je suis allié de l'UNC, je suis parmi ceux qui sont dans l'entourage du président Vital Kamerhe. Je dirais que nous, en tant qu'INC et alliés, nous n'avons pas dans notre tête l'idée d'une liberté provisoire. Monsieur Vital Kamerhe était monsieur correct, était monsieur innocent. Ce que nous demandons à notre justice, c'est l'acquittement pur et simple de Vital Kamerhe, parce que tout a été démontré, noir sur blanc, que Vital Kamerhe est victime d'un complot politique. Dès le départ, en commençant par l'instruction du dossier qui n'a pas suivi les normes. Vital Kamerhe, qui réside à La Gombe, a été jugé dans un autre ressort que son ressort naturel. Le juge d'instruction qui nous a fait savoir qu'il avait des preuves tangibles de détournement contre Vital Kamerhe a fait des demandes, des réquisitions, des demandes quelques jours, 3-4 jours après, au ministère des Finances, des budgets, pour demander les bons et les relevés en faveur des sociétés exécutant les travaux de 100 jours, ce qui démontre à suffisance que les juges n'avaient pas de preuves de détournement, que Vital Kamerhe faisait face à un complot politique. Et vous suivez l'ordonnance du premier degré condamnant Vital Kamerhe à 20 ans de prison. L'ordonnance ne motive rien. Dans notre jargon politique, plutôt juridique au pays, les termes détournement intellectuel n'existent pas. Vital Kamerhe était monsieur innocent. Quand on prend un bien acheté en 2011, un bien appartenant à Madame Amida, acheté en 2011, dont je connais l'histoire, sur l'avenue Jiri à GB, qui appartenait à Madame Swami Bienvenue. On annexe ces biens comme un bien obtenu avec l'argent des 100 jours. Cela démontre encore, ce sont des preuves palpables que nous avons qui démontrent qu'il n'y a pas de charge contre Vital Kamerhe, lui qui n'a jamais été une société bénéficiaire des travaux de 100 jours, ni des maisons préfabriquées, lui qui n'a jamais signé ni autorisé la sortie des fonds XY. Autre chose, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a organisé ce vendredi à Romeo Golf à La Gombe un café de presse à l'intention des professionnels des médias. Les défis pour l'atteinte des résultats transformateurs de l'UNFPA en RDC étaient au centre de débat avec le nouveau représentant de cet organisme des Nations Unies. Reportage Héritier Toubilandou. Les défis pour l'atteinte des résultats transformateurs de l'UNFPA en RDC, tel est le sujet développé lors de la première rencontre du nouveau représentant du Fonds des Nations Unies pour la population qui a eu lieu ce vendredi 19 novembre 2021. Eugène Kangnyui, le nouveau patron de l'UNFPA, a d'abord livré la vision de l'UNFPA d'ici 2030 qui consiste à mettre fin aux besoins non satisfaits de planification familiale, de mettre fin à la mortalité maternelle évitable, ainsi que de mettre fin à la violence basée sur le genre. En République démocratique du Congo, au moins 4 femmes meurent chaque heure à cause des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Ça, c'est les décès maternels, quand on dit une femme qui meurt lors d'accouchement ou à cause de grossesse, c'est les décès maternels. Et maintenant, les décès des nouveau-nés. Il y a 11 décès des nouveau-nés chaque heure en République démocratique du Congo. Quand il dit nouveau-né, c'est
les enfants, c'est les délais jusqu'à 1 mois. Premier mois, c'est les drôles. Et ce qui est plus grave, c'est que ces décès sont évitables. Ce n'est pas des décès qui viennent comme ça. Ce n'est pas que Dieu a fait, ce qu'on ne peut rien faire et que ce Dieu tombe et le Dieu prend. Non, c'est des décès qu'on peut éviter. À la question de savoir comment son organisme compte s'impliquer pour réduire le taux élevé de mortalité maternelle en RDC, Eugène Kongnyun répond. Donc UNFPA appuie la formation des sages-femmes, les écoles de sages-femmes, d'abord pour assurer que les curriculums qu'ils utilisent, les curriculums qui sont mis à jour, qui respectent les normes internationales. Revenons sur le procès du réseau des prostituées chinoises démantelé à Kinshasa dans un hôtel à Lagombe. Le chef de division au ministère des Affaires étrangères a été condamné à 10 ans de servitude pénale. Il lui a été reproché d'avoir commis un faux en écriture en octroyant des visas de courtoisie aux jeunes chinoises venues de Chine dans le but de faciliter leur séjour en RDC. Dans cette même affaire, 2 Chinoises ont été condamnées à 10 ans et 3 mois de servitude pénale pour trafic des personnes à des fins sexuelles et séjours irréguliers. Autre détail avec Nadine Chochi Gombo. Elle est mariée, mère d'un enfant. À peu près une trentaine de prostituées chinoises ainsi que des sujets chinois et congolais dont le chef de division au ministère des Affaires étrangères ont été arrêtés et ont comparu au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en matière de flagrance. D'après les faits relatés par le ministère public, ces jeunes chinoises sont venues illégalement en RDC et étaient logées dans un hôtel situé sur l'avenue Oranger, numéro 4. Toujours selon l'organe de la loi, ces jeunes filles se sont livrées à la prostitution sous l'exploitation du sujet chinois, responsable de l'hôtel qui les loge et de sa femme. Ces prostituées auraient été aidées par M. Bernard Boula, chef de division au ministère des Affaires étrangères, qui aurait octroyé des faux visas de courtoisie afin de faciliter leur sujet à Kinshasa. Bernard Boula, chef de division au ministère des Affaires étrangères, a été condamné à 10 ans de servitude pénale dans l'affaire du réseau des prostituées chinoises. Il lui est reproché d'avoir commis un faux en écriture en octroyant des visas de courtoisie à ces jeunes filles venues de Chine dans le but de faciliter leur séjour en RDC. Dans cette même affaire, 2 Chinoises ont été condamnées à 10 ans et 3 mois de servitude pénale pour trafic des personnes à des fins sexuelles et séjours irréguliers. Les Chinoises ont écopé quant à elles de $1000 d'amende alors que 22 autres prévenus ont été acquittés. Vous verrez là, nous allons produire et mettre à la disposition de votre tribunal que ces jeunes filles sont toutes, à l'exception de 2, si je me trompe, arrivées dans notre pays en provenance des pays voisins, pas directement de la Chine, mais des pays voisins. Vous verrez dans leur passeport des visas Angola, Gabon, Congo démocratique, donc le Congo d'en face. Vous verrez les autres pays voisins. Donc ce sont des jeunes filles. Et nous sommes pratiquement ici à ce qu'on appelle la situation des crimes transnationaux. Des jeunes filles qui viennent de ces pays-là et le plus souvent entrent dans notre pays en obtenant soit des visas de touristes, soit des visas aéroportuaires. Une fois chez nous, un compatriote leur délivre des visas de courtoisie. Des visas de courtoisie. Et vous dites, vous les voyez bien, vous dites, non, écoutez, nous sommes en règle. Mais vous verrez qu'on est parti des visas aéroportuaires, des visas des touristes, et on chute, on ne sait pas par quel mécanisme,
pour obtenir des soi-disant. Puisqu'en réalité, ces visas-là, nous allons les démontrer, ce sont des actes. La journée mondiale des toilettes a été célébrée ce vendredi à Lepeki-Bunda dans la commune de Lansele sous le thème « Les toilettes sont une valeur », occasion d'interpeller le public à construire des toilettes assainies pour ne pas les exposer à des microbes. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Gisèle Etoko. Des proches du président cités dans les détournements de 20 millions de dollars, c'est titre à la une du journal Congo Nouveau qui ouvre cette revue de presse. Le journal cite le site d'information 24 heures sur 24 CD qui à son tour cite le spécialiste des questions sécuritaires de la RDC, Jean-Jacques Rwando, comme lanceur d'alerte. 20 millions de dollars auraient été détournés par des collaborateurs du chef de l'État au centre de l'affaire. Ce n'est pas un collaborateur du président